Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour ce nouveau numéro du magazine de TLM dédié à votre santé. Et ce mois-ci, c'est dans le service de réanimation chirurgicale au sein du pavillon H flambant neuf à l'hôpital Édouard Herriot que nous vous emmenons. Au-delà des technologies de plus en plus sophistiquées pour sauver des vies, c'est une approche inédite, plus humaine, voire plus animale que nous allons découvrir. Suspense. Bonjour professeur Thomas Rimlet. Alors vous avez la chance d'occuper ce tout nouveau bâtiment H, emblématique de la rénovation de l'hôpital Édouard Herriot, inauguré tout récemment par la ministre de la Santé en fonction depuis 6 mois. Alors qu'est-ce que tous ces équipements apportent en termes de fonctionnalité pour le Trauma Center? On a maintenant à Édouard Herriot à disposition un plateau technique ultra moderne qui nous permet une prise en charge optimale des patients polytraumatisés. Qu'est-ce que ça veut dire aussi un plateau technique ultramoderne? C'est un plateau technique où on a mis au sein d'une même unité de lieu l'ensemble de nos installations. La salle d'accueil des urgences vitales, ce qu'on appelle le déchocage, le bloc opératoire, la réanimation chirurgicale, le service de radiologie avec le scanner, l'IRM, la radiologie interventionnelle. C'est un gain en termes de temps. Et je pense que sur une année calendaire, on doit gagner quelques dizaines de vies sauvées supplémentaires rien que grâce à cette organisation. Quel va être le parcours du patient qui arrive au pavillon H en réanimation? Pour la traumatologie, on a les patients qui ont un parcours spécifique. Ils arrivent dans cette salle de déchocage où on fait les premiers soins pendant 30 à 45 minutes. Et puis après, 3 orientations possibles. Soit le patient est vraiment trop grave, dans ce cas, il va au bloc opératoire directement. Soit on a le temps d'aller faire un bilan radiologique sur un body scanner. Soit, une fois qu'il est stabilisé, on admet le patient en réanimation, dans notre service de réanimation. Quelle est la typologie de patients que vous prenez en charge et d'où viennent-ils? De quel périmètre? Donc nos patients sont admis à partir d'un large bassin de population qui va grosso modo de Mâcon au nord à Montélimar au sud. En fait, la traumatologie française est organisée en réseau pour qu'on puisse donner la même chance à un patient qui a un accident de la route à 70 km de Lyon ou à 500 mètres de l'hôpital Édouard Herriot, pour que les chances soient équivalentes. On a une large majorité de patients qui sont en traumatologie qui viennent des accidents de la route, mais pas que. En fait, on a aussi beaucoup d'accidents de travail. On a aussi des tentatives de suicide, où on a des patients aussi en état de choc, qui sont des chocs infectieux, des chocs septiques, des chocs allergiques. Le service que vous dirigez est très à la pointe, avec bien sûr beaucoup de technologies. N'est-ce pas parfois un petit peu déshumanisant? Du coup, que mettez-vous en place pour réintroduire un peu d'humanité au sein d'un service de réanimation chirurgicale? Quand on rentre dans une chambre, on peut être surpris, on a l'impression parfois d'être dans un cockpit d'un avion. Néanmoins, il faut savoir que nos patients sont de moins en moins sédatés. Donc on a pris beaucoup de mesures récemment pour améliorer le confort des patients, le vécu des patients de leur séjour en réanimation. D'abord, les chambres sont accessibles aux familles 24 heures sur 24. La nuit, on fait attention à ce qu'ils puissent dormir, puisque comme ils sont plus réveillés le jour, il faut qu'ils puissent dormir la nuit. Et puis aussi, on fait attention à la dignité. Les portes sont maintenant fermées. On a des systèmes d'alarme très sophistiqués qui nous permettent de savoir quand les alarmes sonnent alors que la porte est fermée. Et ça, c'est très bien pour le confort des patients et le vécu du séjour en réanimation. La traumatologie est au cœur de l'activité du service et la salle de déchocage est souvent la porte d'entrée pour accueillir les polytraumatisés, en particulier lors d'accidents graves de la circulation. Plus de 1000 déchocages sont réalisés ici chaque année, plaçant le centre parmi les premiers au niveau national. Alors bonjour docteur Guillaume Marcotte. Pour commencer, nous sommes dans la salle de déchocage. Alors, qu'appelle-t-on le déchocage? Le déchocage, c'est l'emergency room d'urgence de la série télévisée Urgence. Donc on va prendre en charge tous les patients traumatisés sévères. On va les prendre en charge après les pompiers et le SAMU qui nous les amènent. La prise en charge au déchocage doit être courte. À peu près 50% des patients décèdent dans les suites d'un accident dans la première heure. Et là, pendant cette phase très courte dans le temps, on va les déchoquer, c'est-à-dire traiter les détresses vitales. On doit tout mettre en place pour éviter qu'ils décèdent. Donc cette prise en charge, ici, on la limite à 30 minutes. En 30 minutes, on doit avoir conditionné le patient. Le but est derrière d'aller au plus vite au traitement de l'hémorragie, donc généralement au bloc opératoire ou en salle de radiologie interventionnelle. Donc la capacité d'accueil ici est de 5 lits. Parce que déjà, on a à peu près 30%
des patients qui arrivent en simultané. On est rarement une seule victime dans un accident. Donc on peut être amené à prendre plusieurs victimes en charge. Malheureusement, tout le monde ne va pas s'en sortir. Cette étape est donc décisive pour la suite et il faut songer au don d'organes. Comment gérez-vous cette suite? Quand on a une activité de traumatologie sévère, malheureusement, on a aussi une grosse activité de prélèvement d'organes, de don d'organes, organisés donc ici de différentes manières, c'est-à-dire que nos polytraumatisés, lorsqu'ils ont des lésions cérébrales au-delà de toute ressource thérapeutique, ils passent à ce qu'on appelle en mort cérébrale et derrière on va organiser le don d'organes si la famille ou le patient s'est positionné pour de son vivant. Donc on organise tout ça avec l'équipe de la coordination hospitalière, ça c'est le premier cas. On a aussi un autre lit de déchocage qui sert à ce qu'on appelle, ce qui est assez peu connu en France, au prélèvement sur cœur arrêté. C'est quand un sujet jeune dans la rue fait un arrêt cardiaque et qu'au bout de 40 minutes de réanimation, son cœur ne repart pas, il est éligible au prélèvement d'organes et dans ces cas-là, il vient ici, on lui met en place une circulation extracorporelle pour perfuser uniquement ses organes, foie et rein, dans le but derrière, si la famille est d'accord, de faire un prélèvement. Après un vécu violent et une phase de médecine très technique, la préoccupation va être d'apporter de la douceur, de réhumaniser l'environnement du patient et pourquoi pas même de l'animaliser. Bonjour docteur Amélie Mazot, vous débutez au sein du service de réanimation une expérimentation complètement originale. Pouvez-vous nous présenter ce projet Réanimal et aussi d'où vient cette initiative ? Alors Réanimal, ça va être une étude de médiation animale. La médiation animale, qu'est-ce que c'est? C'est l'utilisation des propriétés bénéfiques de l'animal, de son interaction avec les gens pour améliorer la santé, notamment psychique, des patients. Il y a déjà des domaines où ça montre des résultats absolument extraordinaires, notamment sur les jeunes enfants autistes qui s'ouvrent à la vie et qui s'ouvrent à la communication grâce à la médiation animale. En psychiatrie, en gériatrie, en oncologie, on a aussi des résultats qui sont exceptionnels. En réanimation, nous, ce qu'on va chercher à montrer, l'utilisation qu'on voudrait faire de ça, c'est pour réduire l'anxiété des patients qui est majeure pendant leur séjour en réanimation et qui peut par la suite également déboucher sur du stress post-traumatique. Alors par contre, ce qui est très important à comprendre, c'est qu'on veut faire ça dans un cadre très encadré et donc ce ne seront pas les animaux des patients qui viendront les rencontrer, mais bien des animaux qui vont être sélectionnés par des vétérinaires. Dans le service, on a vraiment hâte de mettre en pratique le projet Réanimal dont on entend parler depuis longtemps. Et vu le service qui est dans un contexte très difficile, les patients sont très graves, ça va humaniser un petit peu et on a hâte vraiment de le mettre en pratique. Damien Decran s'est rendu au campus vétérinaire de Lyon, à VetaGrosSup, pour rencontrer le docteur Catherine Escriou et mieux comprendre le partenariat mis en place avec le service réanimation de l'hôpital Édouard Herriot. Un reportage. Le projet Réanimal est né à l'initiative de l'hôpital Édouard Herriot. C'est le docteur Mazot et son équipe qui nous ont contactés et qui nous ont exposé le projet en sollicitant notre aide. Et moi, j'ai été tout de suite très séduite par ce projet et j'ai fait part au docteur Mazot et à son équipe de notre expérience dans le domaine, puisque ça fait quelques années déjà maintenant qu'on travaille avec des maisons de l'enfance et qu'on propose des thérapies assistées par l'animal. Le parti pris que l'on a pris à VetaGrosSup a été de travailler avec les étudiants et avec leurs chiens, d'une part parce que les étudiants étaient très demandeurs d'activités solidaires, de pouvoir faire quelque chose pour autrui et pour son prochain, et d'autre part, ils étaient très demandeurs aussi de pouvoir le faire avec leurs compagnons à quatre pattes et avec leurs chiens. Nos étudiants ont naturellement beaucoup de chiens, ce sont des étudiants vétérinaires, de futurs vétérinaires, et ces chiens sont particulièrement bien suivis, particulièrement bien éduqués, donc ça en fait de très bons candidats pour être des chiens dans des activités de médiation animale. Est-ce qu'il y a des spécificités particulières pour ces chiens-là? Moi, je considère que non, parce que le chien est naturellement doué pour interagir et communiquer avec l'être humain. Les millénaires de domestication, la sélection que lui a imposée l'être humain, fait que le chien est parfaitement capable d'interagir et de communiquer avec l'être humain. Il est par exemple capable, de décrypter vos émotions et de s'y ajuster. Néanmoins, il faut que ces chiens puissent être capables de remplir
la tâche qui va leur être confiée. Donc il faut qu'ils aient certaines aptitudes à remplir cette tâche. Donc ces chiens vont être sélectionnés sur la base en particulier de leurs affinités pour l'humain, l'intérêt pour l'humain, et bien sûr l'absence de risque pour l'humain et l'absence de risque pour lui-même. Il est évident qu'un chien qui est peureux ne pourra pas remplir ce type de tâche. Donc, au cours d'un entretien avec le propriétaire du chien, au cours de petits tests qu'on fait subir au chien, on va être capable de dire si le chien est capable ou pas de remplir cette tâche. Le bénéfice retiré de l'interaction entre l'humain et le chien, il est multiple. Il y a déjà rien que la présence du chien qui est apaisante et déstressante. Il y a cette notion que moi j'aime beaucoup, qu'elles sont l'effet de rencontre. C'est aussi pour ça qu'on ne veut pas que les chiens soient entraînés à faire un type d'action. On veut qu'ils soient éduqués, capables de s'ajuster, mais on veut leur laisser la spontanéité d'interagir avec l'être humain. Donc il y a l'effet calmant, déstressant, et puis le fait de sortir du cadre du soin, de faire quelque chose d'autre à l'hôpital. Et je pense aussi que c'est ça qui séduit beaucoup le personnel hospitalier, d'avoir une autre relation aux patients que simplement d'être là dans un contexte de soins. Nous venons de découvrir le projet Réanimal, assez surprenant à l'hôpital et encore plus dans un service de réanimation comme le vôtre. Qu'attendez-vous cette expérimentation et est-elle un peu le reflet de la tendance à l'humanisation? Ce projet est effectivement très surprenant. Il s'inscrivant dans la lignée de toutes les mesures qu'on a prises pour améliorer le confort de nos patients. Il vient humaniser la prise en charge. J'en attends un grand bénéfice pour le vécu des patients de leur séjour en réanimation. On parle donc beaucoup d'humanisation. Comme vous le savez, c'est un des principaux credos de la Fondation Hospice Civil de Lyon, qui d'ailleurs a retenu le projet Réanimal dans les projets qu'elle soutient. Comment peut-on vous aider encore aujourd'hui? Donc la Fondation HCL, effectivement, nous soutient sur ce projet. Elle est derrière nous. Elle souhaite que ce projet aboutisse. Néanmoins, pour cela, on a encore besoin de dons. D'ailleurs, j'en profite pour passer un message. Si vous souhaitez que ce projet aboutisse, n'hésitez pas à donner à la Fondation HCL pour qu'on puisse améliorer le confort de nos patients avec ce projet Réanimal. La Fondation HCL, elle a plein de projets divers et variés, tant pour le confort des patients, pour l'amélioration du vécu de nos patients en réanimation, mais aussi pour faire avancer la recherche médicale, et je pense que ça c'est important de souligner. Notre émission est à présent terminée. Le mois prochain, c'est à l'hôpital Femmes-Mères-Enfants que nous vous emmenons pour parler des épilepsies de l'enfant avec l'équipe du professeur Alexis Arzimanoglou. D'ici là, bonne santé à tous.